Quand mon patron m'a annoncé que je n'étais pas prêt pour une promotion, j'ai dit merci, puis je suis rentré chez moi, à 17h pile, pour la première fois depuis des années. 2 jours plus tard, j'avais 23 appels manqués. La pluie battait fort, contre mon pare-brise, alors que j'étais assis dans ce parking, les yeux fixés sur l'écran de mon téléphone, qui affichait 23 appels manqués. 2 jours plus tôt à peine, Oliver Stanton m'avait regardé droit dans les yeux, pour m'annoncer que je n'étais pas prêt pour une promotion. Maintenant, tout le monde, chez Zenith Solutions, m'appelait, comme si le bâtiment était en feu. Je m'appelle Charles Henderson. J'ai 49 ans. Et, jusqu'à cette conversation avec mon patron, je pensais savoir exactement où se dirigeait ma carrière. Il s'avère que je me trompais, sur beaucoup de choses. Je travaille chez Zenith Solutions. Depuis maintenant 8 ans. Avant cela, j'ai passé 12 ans dans la marine, à gérer des opérations logistiques. Quand on est responsable de l'approvisionnement de navires, à l'autre bout du monde, on apprend très vite que chaque détail compte. Chaque système, chaque processus, chaque plan de secours, tout doit fonctionner à la perfection, sous peine de mettre des vies en danger. Cet état d'esprit m'a bien servi, dans le monde de l'entreprise. Peut-être, même, trop bien. Quand j'ai commencé chez Zenith, le département des opérations était un désastre absolu. Mon prédécesseur était parti sans laisser de documentation, sans note de transition, sans rien. C'était comme entrer dans une maison, dont quelqu'un aurait coupé tous les fils électriques, et retiré toutes les étiquettes. J'ai passé les 6 premiers mois à tout reconstruire, à partir de zéro, en travaillant jusqu'à minuit la plupart des soirs, en venant le week-end, en cartographiant chaque processus, et en créant des guides détaillés, pour absolument tout. Mon fils Henri n'avait que 7 ans, à l'époque. C'était environ 5 ans après le décès de ma femme. Je me souviens qu'il me demandait, souvent, pourquoi papa était toujours au travail. Mais, je pensais que cela finirait par payer. C'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? Travaillez dur, ne faites pas de vagues, et vous serez reconnu. Pendant 8 ans, j'ai été celui qui veillait à ce que tout fonctionne sans accroc. Quand notre plus gros client, Summit Industries, avait des demandes urgentes, c'est moi qui restais tard, pour m'en occuper. Quand les systèmes plantaient, je les réparais. Quand les processus lâchaient, je les reconstruisais. J'ai créé des supports de formation, documenté chaque flux de travail, et je suis devenu, en fin de compte, la mémoire institutionnelle de tout le département des opérations. Oliver Stanton est devenu mon patron il y a environ 3 ans. Un homme plutôt sympathique, la quarantaine dynamique, très concentré sur la vision globale des choses. Le problème, c'est qu'il ne s'est jamais donné la peine d'apprendre le fonctionnement réel de nos systèmes. Pourquoi l'aurait-il fait? Tout tournait si bien, grâce à moi, qu'il pouvait se consacrer pleinement à la planification stratégique et aux réunions de direction. Ce que je ne savais pas, c'est qu'Oliver avait d'autres projets pour le département. Son fils Bradley venait tout juste d'obtenir son master. Un jeune homme de 26 ans, intelligent, certes, mais qui n'avait jamais travaillé un seul jour dans les opérations. Il n'avait jamais eu à gérer une crise à 2 heures du matin, ni à expliquer à un client furieux pourquoi sa livraison était en retard, et encore moins à reconstruire un système à partir de rien. La réunion pour ma promotion a eu lieu un mardi. J'avais préparé une présentation complète, démontrant comment j'avais amélioré l'efficacité de 35% au cours des 2 dernières années, réduit les erreurs de 60%, et géré personnellement la relation avec Summit Industries, qui nous rapportait 8 millions de dollars par an. Oliver a feuilleté mon dossier pendant peut-être 5 minutes, avant de le poser sur le côté. J'apprécie tout ce que tu as fait, Charles, a-t-il dit, sans vraiment me regarder. Mais j'ai réfléchi à la direction de ce département. Nous avons besoin de
Perspective nouvelle, d'une énergie nouvelle. Bradley nous rejoindra le mois prochain, en tant que directeur principal des opérations. Directeur principal des opérations. C'était le poste pour lequel je travaillais d'arrache-pied. Depuis 8 ans. Je vois, ai-je répondu. Et qu'en est-il de moi? Tu continueras dans ton rôle actuel. Bradley aura besoin de quelqu'un d'expérimenté, pour l'aider à se mettre à niveau. Traduction, je fais tout le travail, pendant que son fils obtient le titre, et l'augmentation de salaire. J'ai gardé un visage neutre, comme on nous l'a appris dans la marine. Je comprends. Merci pour ce retour. Super. Je suis ravi que nous soyons sur la même longueur d'onde. Bradley commence lundi. Alors, tu pourrais peut-être lui préparer quelques documents d'orientation, ce week-end. C'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Cela faisait 8 ans que je travaillais les week-ends. J'avais manqué les matchs de baseball d'Henry, ses pièces de théâtre à l'école, et ses réunions parents-professeurs. J'avais tout donné à cette entreprise, et on me demandait maintenant de sacrifier mon week-end, pour préparer la formation de mon remplaçant. Je me souviens m'être levé, avoir serré la main d'Oliver, et être sorti de son bureau. Mais, au lieu de retourner à mon poste, je me suis dirigé directement vers le parking. C'est là que j'ai pris la décision qui a tout changé. Je n'allais pas démissionner sur un coup de tête, je n'allais pas partir avec fracas, ni faire de scène. J'allais faire quelque chose de bien plus efficace. J'allais suivre ma description de poste, exactement, telle qu'elle était écrite. Voyez-vous, voici ce qu'Oliver, et les dirigeants, ne comprenaient pas. Ma fiche de poste officiel était très basique, gérer les opérations quotidiennes, dans le cadre attribué. Coordonner avec les autres départements, selon les besoins. Maintenir les relations clients, dans les limites des paramètres opérationnels. Du jargon d'entreprise standard, qui était bien loin de décrire ce que je faisais réellement au quotidien. Ce que je faisais en réalité, c'était arriver à 7 heures du matin, afin de préparer les notes de synthèse pour les réunions. De 9 heures d'Oliver. Je répondais aux emails de 3 départements différents. Car, d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu la personne de référence pour la moindre question opérationnelle. Je résolvais les problèmes avant qu'ils ne se transforment en crise, restant tard pour m'assurer que rien n'explose pendant la nuit. Mais ma fiche de poste indiquait 9h à 17h. C'est donc ce que j'allais faire. Je suis rentré chez moi ce mardi soir, et j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis des années. J'ai éteint mon téléphone professionnel à 17h30. Henry a été stupéfait, quand il m'a vu franchir la porte à 18h, au lieu de 20 ou 21 heures habituellement. Papa, pourquoi es-tu là si tôt? J'ai décidé que mon temps était plus précieux que je ne le pensais, lui ai-je répondu. Tu veux lancer quelques balles avant le dîner? Son visage s'est illuminé. Le mercredi matin, je suis arrivé à 9h pile. Pas de note de synthèse pour Oliver. Pas d'anticipation. Des crises de la journée. J'ai répondu aux emails qui m'étaient directement adressés, et j'ai transféré tout le reste au département concerné. Quand mon téléphone sonnait pour des questions sur des processus qui n'étaient pas techniquement de mon ressort, je redirigeais poliment les appelant vers les chefs de département concernés. À l'heure du déjeuner, les gens commençaient à remarquer le changement. Suzanne, de la comptabilité, s'est arrêtée devant mon bureau, l'air perplexe. Charles, tu as vu l'email concernant le conflit de calendrier de livraison pour Summit Industries? Oui, je l'ai vu, ai-je répondu, tout en continuant à travailler sur mon rapport trimestriel obligatoire. Alors, tu peux régler ça, comme tu le fais d'habitude? C'est en fait un problème de coordination logistique. Je l'ai transféré au service d'expédition et d'approvisionnement. Ils devront le résoudre ensemble. Ses sourcils se sont froncés.
Mais tu gères toujours ces affaires interdépartements. On m'a conseillé de me concentrer davantage sur mes responsabilités de base, ai-je dit avec un sourire. J'essaie simplement d'optimiser mon temps. L'expression confuse sur le visage de Suzanne m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Personne ne s'était jamais donné la peine de comprendre ce que mon vrai travail était censé être, par rapport à ce que je faisais depuis toutes ces années. Dès le jeudi, les premières fissures ont commencé à apparaître. Le problème de Summit Industries avait pris de l'ampleur, car l'expédition et l'approvisionnement ne parvenaient pas à trouver la solution de contournement que je réglais habituellement en 10 minutes. 3 autres clients avaient des demandes de routine qui stagnaient dans différents services, parce que personne ne connaissait les procédures d'escalade appropriées. J'ai regardé tout cela se dérouler, avec l'intérêt détaché d'un scientifique observant une expérience en laboratoire. Chaque email restait sans réponse, chaque appel téléphonique transféré 3 fois, chaque demande urgente que personne ne pouvait gérer, tout était pourtant documenté dans mon manuel complet des opérations, que personne, apparemment, n'avait jamais pris la peine de lire. Paul, de l'approvisionnement, s'est approché de mon bureau vers 14 heures, l'air complètement dépassé. Charles, le bon de commande est bloqué dans l'enfer des approbations. Tu ne pourrais pas faire opérer ta magie? Quel semble être le problème, ai-je demandé, sincèrement curieux. Le système refuse la nouvelle adresse de facturation, et personne ne sait comment contourner le blocage. J'ai hoché la tête d'un air pensif. Ce processus est décrit dans la section 7 du manuel des opérations. Le contournement nécessite l'approbation d'un superviseur de l'approvisionnement et de la comptabilité. Mais ça va prendre des heures d'appel et 2 mai d'aller-retour. C'est une fonction de sécurité pour éviter la fraude à la facturation. Une protection plutôt importante pour l'entreprise. Paul m'a dévisagé. Tu as toujours réglé ces trucs en 5 minutes. J'avais une autorisation spéciale de l'ancienne direction pour accélérer certains processus. Mais, avec la restructuration du département qui approche, j'ai pensé qu'il valait mieux suivre les protocoles de base. Il s'est éloigné en secouant la tête, se demandant probablement depuis quand j'étais devenu un tel maniaque des règles. Le jeudi soir, j'étais à la maison dès 17h15. Henri faisait ses devoirs sur la table de la cuisine, quand je suis entré. « Papa, tu peux m'aider pour ce problème de maths ?» Pour la première fois. Depuis des mois, j'avais l'énergie mentale nécessaire pour m'asseoir, et me concentrer sur son algèbre, au lieu de penser aux urgences du travail. Nous avons passé 1 heure à résoudre des exercices ensemble, et j'ai réalisé à quel point ces moments simples m'avaient manqué. Tu sais, papa, a dit Henri alors que nous finissions, tu as l'air différent cette semaine. Différent comment? Moins stressé, je trouve. C'est comme si tu étais vraiment là, quand tu es à la maison. Sacré gamin. Il avait remarqué quelque chose. Je commençais tout juste à le comprendre moi-même. Le vendredi matin a apporté la véritable crise. Je suis arrivé à 9 heures pour découvrir un chaos total. Oliver faisait les 100 pas devant la salle de conférence. Bradley était déjà là, l'air complètement dépassé, et Edward Foster, notre directeur régional, avait apparemment été appelé en urgence. La réceptionniste m'a interpellé, avant même que je ne puisse atteindre mon bureau. Charles, ils ont besoin de toi dans la salle de conférence, immédiatement. J'ai pris mon carnet, et je suis dans ce qui était manifestement une situation de crise majeure. En plus d'Oliver, de Bradley et d'Edward, il y avait 2 personnes que je ne connaissais pas, probablement des cadres du siège social. Charles, a dit Edward avec un soulagement évident, Dieu merci, tu es là. Nous avons une situation très grave avec Summit Industries. Quel est le problème exact? Oliver s'est lancé dans des explications, mais il était clair qu'il ne comprenait que la moitié du problème. Summit avait demandé une réunion
d'urgence, car leur intégration était en train d'échouer. Bradley prenait des notes à la hâte, tout en posant des questions de base qui montraient qu'il ne comprenait rien à nos systèmes. Tout leur déploiement du 4e trimestre est en péril, a déclaré l'un des cadres du siège. Ils menacent de rompre le contrat, si nous ne résolvons pas cela aujourd'hui. J'ai examiné les détails du problème qu'il avait rassemblé. C'était en réalité un problème assez simple, si l'on comprenait les dépendances du système, et si l'on disposait de la bonne documentation. C'est un problème connu avec leur configuration personnalisée, ai-je expliqué. La résolution est documentée dans le guide d'intégration. Section 12. Cela nécessite de coordonner des modifications sur 3 systèmes différents, selon une séquence bien précise. Bradley feuilletait frénétiquement sa copie du manuel. Quelle section exactement? Section 12, sous-section 4.7 à 4 février 12. Le processus prend environ 3 heures, si l'on suit les procédures étape par étape. Edward s'est penché en avant. Peux-tu t'en occuper immédiatement? J'ai regardé ma montre. J'ai la revue de conformité trimestrielle prévue à 11 heures. Elle doit être soumise aux régulateurs fédéraux avant la fin de la journée, elle ne peut donc pas être reportée. La revue de conformité peut attendre, est intervenu rapidement Oliver. Summit est plus prioritaire. Je comprends que Summit soit important, ai-je répondu. Cependant, manquer l'échéance réglementaire entraîne des pénalités automatiques et une suspension potentielle de notre licence. Cela affecterait tous nos clients, pas seulement Summit. Un lourd silence s'est installé dans la pièce. On pouvait presque entendre chacun d'eux calculer les conséquences. Quelles sont nos options? A prudemment demandé Edward. Eh bien, Bradley pourrait s'occuper du dossier Summit en utilisant les procédures documentées. Ce serait une excellente formation pour lui, et je serai disponible pour répondre à ses questions, entre mes sessions de revue de conformité. Bradley avait l'air d'un animal pris dans les phares d'une voiture. Je ne pense pas être prêt pour quelque chose d'aussi critique. La documentation est extrêmement détaillée, ai-je dit d'un ton encourageant. Tout est expliqué étape par étape. C'est exactement le genre d'expérience pratique dont tu auras besoin dans ton nouveau poste. Le visage d'Oliver commençait à rougir. Charles, nous avons besoin que tu règles cela personnellement. Je veux bien m'occuper de Summit en priorité. Ai-je répondu, si vous souhaitez que je reporte la revue de conformité. Mais je veux que nous soyons bien au clair sur les implications réglementaires. Edward a levé la main. Réfléchissons bien. Que faudrait-il pour gérer les deux? J'ai évalué le planning. La revue de conformité est organisée par bloc de 2 heures. Je pourrais gérer les corrections les plus critiques pour Summit entre les sessions, mais la résolution complète ne sera pas terminée avant 17 heures passées. Ce qui est extrêmement serré par rapport à l'échéance de Summit. C'est en effet très risqué, a fait remarquer le cadre du siège. J'ai acquiescé. Par le passé, je serais resté jusqu'à minuit pour régler les deux. Mais, ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Mon fils a un match de baseball ce soir, et je l'ai déjà manqué 2 fois ce mois-ci. Le silence était assourdissant. Edward a fini par le rompre. Charles, je vais être direct. Que te faudrait-il pour gérer cette crise, comme tu l'as toujours fait? J'ai regardé les visages braqués sur moi, tout autour de la table. Ces personnes comptaient sur mon expertise depuis 8 ans, sans jamais reconnaître ma contribution réelle. Et maintenant, d'un coup, mon équilibre de vie devenait leur urgence. Eh bien, ai-je dit lentement, je suppose que nous devrions clarifier ce qu'est réellement mon rôle ici. Ton rôle est de résoudre les problèmes opérationnels, a lancé Oliver. Selon ma fiche de poste, mon rôle est de gérer les opérations quotidiennes dans
Le cadre attribué. L'intégration de Summit relève de la gestion de projet, qui dépend d'un autre département. Le cadre du siège s'est penché en avant. Es-tu en train de dire que tu refuses d'aider? Pas du tout. Je dis simplement que, si nous voulons résoudre cela correctement, nous devons clarifier les responsabilités et les niveaux d'autorité. Bradley commence lundi comme directeur principal des opérations. Cela me semble être une excellente opportunité pour lui d'apprendre nos systèmes. Bradley a pris la parole, la voix un peu tremblante. Charles, j'apprécie ta confiance, mais je ne suis vraiment pas prêt pour un enjeu aussi important. Je me suis tourné vers lui, avec une bienveillance sincère. Bradley, tu as un master. Tu es intelligent et capable. La seule différence entre toi et moi, c'est que j'ai déjà été confronté à ces problèmes. Mais, chaque expert a commencé un jour par être un débutant. Mais si je gâche tout? Alors, nous le réparerons. C'est comme ça que l'on apprend. La documentation est complète, et je serai là pour te guider. Oliver s'impatientait. Nous n'avons pas le temps pour des exercices de formation. En fait, si, ai-je rétorqué. Le problème de Summit ne va pas s'aggraver dans les prochaines heures. Cela fait des semaines que la situation s'envenime, parce que personne n'a voulu suivre les procédures d'intégration adéquates. Quelques heures de plus ne changeront rien. Édouard m'a observé attentivement. Charles, on dirait que quelque chose a changé dans ton attitude cette semaine. C'est vrai. J'ai réfléchi à l'évolution de ma carrière, et à ce que je voulais laisser derrière moi. Et à quelle conclusion es-tu parvenu? Que j'ai alimenté un système défaillant, en intervenant constamment pour résoudre des problèmes extérieurs à mon rôle officiel, j'ai empêché l'entreprise de construire de véritables processus, et de développer les compétences des autres employés. La pièce était silencieuse, hormis le ronronnement de la climatisation. Laissez-moi vous poser une question, ai-je poursuivi. Que se passera-t-il quand je prendrai ma retraite, ou si je me fais renverser par un bus, ou si je décide d'accepter cette offre d'emploi chez Vanguard Industries? Les yeux du cadre de la direction se sont agrandis. Quelle offre d'emploi? Un concurrent m'a contacté le mois dernier. Poste de directeur des opérations, 35% d'augmentation de salaire, et télétravail à 100%. Je n'ai pas encore répondu, car je suis resté fidèle à Zénith. Je ne mentais pas. Vanguard m'avait bel et bien contacté, même si je n'avais pas sérieusement envisagé leur offre avant cette semaine. Édouard et le cadre du siège ont échangé un regard. Oliver semblait sur le point de se trouver mal. Nous devrions peut-être en discuter en privé, a suggéré Édouard. Bradley. Pourquoi ne commencerais-tu pas à examiner la documentation de Summit, sous la direction de Charles? Pour les autres, passons dans mon bureau. Alors que Bradley et moi nous dirigions vers mon bureau, il semblait dépassé. Charles, je veux que tu saches que je n'ai jamais demandé à mon père de me donner cette promotion. Je sais que c'est toi qui la méritais. Je me suis arrêté, pour le regarder dans les yeux. Bradley, tu as l'air d'un bon gars. Mais voilà le problème. Il ne s'agit pas de ce que tu as demandé, ni de ce que tu mérites. Il s'agit de ce qui est le mieux pour l'entreprise, et pour toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Si ton père t'avait promu à ma place sans aucune préparation, tu aurais échoué. Non pas parce que tu es incompétent, mais parce que tu n'es pas prêt. Et cet échec aurait brisé ta confiance en toi, ainsi que ta réputation, pour des années. Bradley a hoché la tête lentement. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Le leadership ne consiste pas à obtenir un titre d'abord, pour essayer de comprendre ensuite. Il s'agit de développer les compétences nécessaires pour assumer ses responsabilités. Si tu veux vraiment faire carrière dans la gestion des opérations, tu dois maîtriser ces systèmes sur le bout des doigts. Nous
avons passé l'heure suivante à éplucher la documentation de Summit. Bradley s'est révélé plutôt vif d'esprit. Il posait de bonnes questions, et assimilait rapidement les concepts. Avec un bon mentorat, il pourrait devenir un solide responsable des opérations d'ici 2 ans. Vers midi, Édouard est revenu. Vers mon bureau. Charles, pourrions-nous nous parler en privé? Nous sommes allés dans son bureau, où le cadre de la direction nous attendait. J'ai remarqué qu'Oliver n'était pas là. Assieds-toi, s'il te plaît, a dit Édouard. Je veux être totalement transparent avec toi. Nous avons commis de graves erreurs dans notre gestion de ce département. Quelles erreurs? Précisément? Le cadre de la direction a pris la parole. Nous avons créé une dépendance intenable vis-à-vis de ton expertise, sans t'accorder la reconnaissance ou la rémunération appropriée. De plus, nous avons laissé des relations personnelles influencer des décisions professionnelles. J'ai attendu qu'ils poursuivent. Nous aimerions te proposer le poste de directeur des opérations, rattaché directement à moi, a déclaré Édouard. Avec une augmentation de salaire de 35%, l'autorité nécessaire pour restructurer le département comme tu l'entends, et le plein pouvoir pour recruter 2 postes de direction supplémentaires. C'était une bonne proposition. Ce n'était pas l'augmentation spectaculaire de 75% dont j'avais pu fantasmer, mais elle était réaliste, et juste. Qu'en est-il de Bradley, ai-je demandé. Bradley commencera comme assistant opérationnel et gravira les échelons sous ta direction. S'il fait preuve de compétence, il progressera au mérite. Et pour Oliver? Édouard a bougé sur sa chaise. Visiblement mal à l'aise. Oliver va être transféré vers un rôle de planification stratégique. Les départements opérationnels rapporteront désormais directement à ton bureau. Oliver était donc écarté sur le côté. Ce n'était pas vraiment de la vengeance. Mais c'était une forme de justice. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, a répondu Édouard, mais Charles, j'ai besoin d'une réponse d'ici lundi matin. Et j'apprécierais que tu nous aides à stabiliser la situation de Summit aujourd'hui, quelle que soit ta décision. J'ai hoché la tête. Je vais m'occuper de Summit cet après-midi. Bradley pourra m'assister et prendre des notes détaillées. En retournant à mon bureau, j'ai repensé à ce qui venait de se passer. Il m'offrait tout ce que je voulais. De la reconnaissance, de l'autorité, une rémunération juste, mais surtout, il admettait enfin la valeur de ce que j'apportais depuis le début. La question était de savoir si je voulais rester pour réparer ce système, ou repartir à zéro ailleurs. Cet après-midi-là, Bradley et moi avons travaillé ensemble sur la crise de Summit Industries. Je l'ai guidé à travers chaque étape du processus de résolution, en lui expliquant non seulement ce qu'il fallait faire, mais aussi pourquoi chaque étape était cruciale. Il a pris des notes minutieuses, et a posé des questions pertinentes qui montraient qu'il s'efforçait de comprendre le fonctionnement des systèmes. C'est incroyablement complexe, a dit Bradley alors que nous terminions les corrections techniques. Comment as-tu appris tout ça? 8 ans d'essais. Et d'erreurs, lui ai-je répondu, et beaucoup de nuits blanches à lire des manuels systèmes, auxquels personne d'autre ne voulait toucher. Je n'avais pas idée de tout ce que ce travail impliquait. Mon père présentait ça comme de la simple coordination de projet. Je l'ai observé attentivement. Bradley semblait sincèrement impressionné par cette expérience. Ton père n'a pas tout à fait tort, cela implique de la coordination, mais les opérations consistent surtout à comprendre comment toutes les pièces s'emboîtent, et ce qui se passe quand l'une d'elles défaille. Nous avons terminé les corrections pour Summit vers 16h30. Leur système fonctionnait à nouveau correctement, et Bradley disposait d'un ensemble complet de notes pour gérer des problèmes similaires à l'avenir. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir à 17h, mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'Henri, « Papa, le match commence à 18h30. Tu seras vraiment là.
J'ai regardé ce message pendant un long moment. Pendant 8 ans, la réponse. Honnête aurait été, probablement pas. Ce soir, la réponse était différente. Je ne manquerais ça pour rien au monde, lui ai-je répondu. Le match de baseball de mon fils représentait tout ce dont je m'étais privé. Il a lancé pendant 4 manches solides, et j'ai pu le voir éliminer le meilleur batteur adverse grâce à une balle à effet, que je lui avais apprise le week-end précédent. Après le match, nous sommes allés manger une glace, et nous avons parlé de l'école, de ses copains, et de ses projets pour l'été. Papa, a-t-il dit alors que nous étions assis devant le glacier, tu vas continuer à venir à mes matchs? C'est prévu, mon grand. J'ai beaucoup trop travaillé, et je ne veux plus rater tes saisons. Super, a-t-il répondu en souriant, parce que le père de Tommy ne manque jamais ses matchs, et je commençais à être jaloux. Cela m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Mon fils de 12 ans voyait les autres pères s'impliquer, tandis que le sien était bloqué dans des réunions sur des rapports trimestriels. Durant le week-end, j'ai mûrement réfléchi à l'offre d'Edouard. Ce poste de directeur représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé, la reconnaissance, l'autorité, et la possibilité de concevoir des systèmes qui aideraient d'autres personnes à progresser, au lieu de rester bloqué comme je l'avais été. Cependant, il y avait aussi un certain attrait dans ce nouveau départ que représentait Vanguard Industries. Pas de passé où j'avais été sous-estimé, aucun collègue pour continuer à me voir comme le simple dépanneur de l'ombre, plutôt que comme un dirigeant. Le dimanche soir, j'ai pris ma décision. Le lundi matin, je suis arrivé à 8h30, un compromis entre mon ancienne routine de 7 heures, et le strict horaire de 9 heures que j'avais observé la semaine passée. Je me suis rendu directement au bureau d'Edouard. J'accepte votre offre, lui ai-je dit, mais à 2 conditions. Edouard a hoché la tête, je t'écoute. Premièrement, je veux la pleine autorité pour recruter et développer les talents en interne. Trop de personnes compétentes sont ignorées, simplement parce qu'elles ne sont pas au bon poste pour exprimer leur potentiel. Accordé. Deuxièmement, je veux mettre en œuvre un programme complet de formation croisée. Ce qui s'est produit cette semaine ne doit plus jamais se reproduire. Aucune compétence essentielle ne doit dépendre d'une seule personne. Accordé. Également. Autre chose? Juste une dernière chose. Je veux que Bradley réussisse dans ce domaine, si c'est ce qu'il souhaite vraiment, mais il devra le prouver par ses compétences, et non par ses relations. Edouard a souri. Je pense que tu découvriras que Bradley est bien plus déterminé à apprendre que nous ne l'avions imaginé. La transition a pris environ 6 semaines. J'ai restructuré le département autour de rôles et de responsabilités bien définies, remplaçant ainsi le système informel où l'on déléguait simplement à celui qui s'en sortait le mieux. J'ai recruté 2 collaborateurs confirmés excellents, qui ont apporté de nouvelles perspectives, pendant que je leur fournissais la mémoire de l'entreprise nécessaire pour être efficace. Bradley s'est révélé être un élève appliqué. Il a travaillé plus dur que quiconque ne l'aurait cru, restant tard. Non pas par obligation, mais par désir de maîtriser nos outils. En moins de 3 mois, il gérait les dossiers clients courants de manière autonome, montrant un réel potentiel d'encadrement. Le rebondissement le plus surprenant est venu d'Oliver. Libéré de la gestion d'opérations qu'il ne comprenait pas, il a en fait excellé dans son rôle de planification stratégique. Sa vision globale, associée aux bases opérationnelles solides que nous étions en train d'établir, a permis à l'entreprise de remporter 2 nouveaux contrats majeurs. 6 mois plus tard, je travaillais à un rythme tout à fait soutenable. J'étais rentré pour dîner vers 18h30 la plupart des soirs, et j'ai pu assister à chacun des matchs restants d'Henry cette saison-là. Mon équipe fonctionnait de manière indépendante. Les clients étaient satisfaits. Et j'avais le sentiment d'occuper enfin le poste dont j'avais toujours été capable. Un soir, alors que nous travaillions ensemble sur ses devoirs, Henry
m'a interrogé sur mon travail. Alors, tu es quelqu'un de vraiment important. Maintenant, m'a-t-il demandé, levant les yeux de son cahier d'algèbre. J'ai toujours été important, Henri. C'est juste qu'ils ont mis du temps à s'en rendre compte. C'est pour ça que tu bossais autant avant. Pour prouver que tu étais important? Sacré gamin. Oui, je crois. Mais j'ai appris une chose. Les gens qui comptent verront ta valeur, sans que tu aies besoin de t'épuiser à la tâche pour la leur prouver. Et pour ceux qui ne la voient pas, eh bien, il faut parfois savoir prendre du recul, et les laisser s'apercevoir de ce qui leur manque. En observant mon fils résoudre ces exercices avec cette même approche méthodique que j'essayais de lui transmettre, j'ai compris que la meilleure réponse au manque de reconnaissance n'est ni la colère, ni la vengeance. C'est de prouver sa valeur. Avec une telle clarté, que cela en devient impossible à ignorer. La promotion de directeur a apporté le respect, l'autorité, et la possibilité de construire quelque chose de meilleur. Mais la vraie victoire était plus simple que cela. J'étais enfin reconnu pour ce que j'avais toujours été capable d'accomplir. Et je rentrais dîner chaque soir à la maison, pour aider mon fils à faire ses devoirs. Si vous vous êtes déjà senti invisible au travail, malgré des résultats excellents, rappelez-vous ceci. Votre valeur ne s'efface pas simplement parce que les autres ne parviennent pas à la discerner. Parfois, la décision la plus forte consiste à cesser de porter la responsabilité de leur aveuglement, afin de rendre votre valeur absolument incontournable. Durant toute cette épreuve, j'ai découvert des anomalies profondément troublantes, qu'Oliver s'était efforcé de dissimuler. En nettoyant les anciens fichiers du serveur, je suis tombé par hasard sur des accords de sous-traitance non autorisés. Après un examen plus approfondi, il est apparu clairement qu'Oliver avait commis un délit de falsification de signature, au sens de la section 470 du Code pénal de Californie, en apposant mon nom sur des documents que je n'avais jamais approuvés. De plus, sa gestion des actifs financiers de l'entreprise constituait une violation de son obligation fiduciaire. Les contrats signés avec ces prestataires douteux étaient totalement nuls de plein droit dès l'origine, AB initiaux, en raison d'un manque d'autorisation réglementaire, et de fondements juridiques légitimes. Les choses ne s'arrêtaient pas là. J'ai découvert qu'un projet de conception de nouveaux produits, qu'il s'efforçait de faire passer, constituait en réalité une contrefaçon flagrante de brevets et de propriété intellectuelle d'un concurrent. En violation des dispositions du titre 17 de l'U. SC section 106, et du titre 35 de l'U. SC section 271. J'ai également appris qu'il était engagé dans une procédure de divorce conflictuel, sa femme ayant invoqué la clause d'infidélité de leur contrat de mariage, après l'avoir pris en flagrant délit de mensonge. Pour couronner le tout, j'ai appris de sources indirectes que son propre père le poursuivait en justice, sur le fondement de la section 15610.30 du Code d'aide sociale et des institutions de Californie, pour abus financiers sur personne âgée. Oliver ayant vidé ses comptes de retraite afin de masquer ses agissements. Comme si cela ne suffisait pas, Zenith Solutions avait récemment fermé une petite antenne locale, sans accorder aux employés le préavis obligatoire de 60 jours, violant ainsi de manière flagrante la loi Warning Act, le tout sous la direction exclusive d'Oliver.